Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un bail qu'on s'est retrouvé sur cette chaîne pour parler de nouvelles technologies, d'actualité et de tout ce que vous savez, notamment l'audiovisuel. Eh bien, je suis désolé, j'étais vraiment pris entre mes activités, mon travail et tout le tralala quotidien. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris les dispositions et désormais, vous allez avoir une régularité sur cette chaîne de sorties vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du Fujifilm X M5. Le Fujifilm X M5 qui est justement le boîtier récent sorti par Fujifilm, qui est un boîtier entrée de gamme destiné aux utilisateurs lambda, les photographes de rue, les vlogueurs, monsieur tout le monde, et qui, à mon avis, peut être aussi considéré comme un boîtier semi-professionnel. Et je vous dirai pourquoi plus tard dans la vidéo. Alors, c'est un boîtier qui n'est rien d'autre que le successeur du Fujifilm X M1 sorti 11 ans plus tôt, c'est-à-dire en juillet 2013. Et ce petit boîtier va embarquer quand même des technologies, je dirais quand même pas mal intéressantes. Il s'agit d'un capteur pas très récent, ok, un capteur de quatrième génération de 26,1 millions de pixels, ok, avec une résolution à 6.2K qui vous donne quand même 13 stops de diaph, ce qui n'est pas des moindres, 13 stops de diaph pour un petit boîtier comme ça, avec un capteur APS-C qui n'est pas un gros capteur. Je trouve quand même que c'est très intéressant. Ok, quand vous le comparez déjà au Blackmagic Full Frame, voilà, donc, qui est un capteur plein format, je trouve que c'est quand même l'une des forces, des forces de Fujifilm de proposer des petits capteurs, mais qui sont très lumineux, très sensibles. Voilà, et ça, c'est très bien. Deuxième chose aussi, c'est que ce boîtier ou ce capteur, justement, sera couplé à un processeur plus récent de dernière génération qui va justement avoir une meilleure gestion des informations que vont lui envoyer le capteur, notamment l'image, mais aussi qui va gérer certaines technologies qui sont souvent dédiées à d'autres capteurs présents sur les boîtiers grand public qu'on a l'habitude de rencontrer, dont notamment la mise au point, la stabilisation et j'en passe. Alors, ce boîtier, ça, c'est ce qu'on voit sur le papier. Mais qu'est-ce qu'il vaut réellement? Nous allons déjà parler des avantages du boîtier, mais aussi des inconvénients, de façon rapide. Premier avantage du boîtier, c'est sa taille. Il est tout petit, beaucoup plus petit qu'un Insta3 ou qu'un Insta4. Deuxième avantage du boîtier, c'est son poids. Il ne pèse que 355 grammes, donc il ne pèse pas grand-chose. Vous allez l'utiliser pendant longtemps sans pour autant être épuisé. Ça, c'est très important. Troisième élément que le boîtier offre aussi que je trouve très intéressant, eh bien, c'est la capacité, c'est son look vintage qui vous donne justement la possibilité d'avoir des molettes comme là. Ces molettes justement qui vont vous permettre de l'utiliser au quotidien, d'avoir justement sous la main cette sensation-là de pouvoir faire des réglages. Donc vous n'avez pas énormément de boutons sur le boîtier, mais vous avez des molettes qui vous donnent accès justement à plusieurs fonctions rapidement. Voilà. Quatrième élément qui est très intéressant sur le boîtier aussi que je trouve, c'est la possibilité justement d'émuler, ok, des prints de Fujifilm. Donc les pellicules de Fujifilm qui sont quand même reconnues depuis plusieurs générations déjà comme d'un naturel ou disons d'une douceur dans l'image, voilà, d'une teinte colorimétrique assez particulière. Et bien Fujifilm met justement ces prints-là à disposition sur le boîtier pour les photos. Donc vous les avez là, justement, c'est ce boîtier, c'est cette molette-là. Et vous pouvez émuler jusqu'à 20 prints. Voilà. Et ça, c'est pas rien. OK? Et cette possibilité que le boîtier offre, je trouve quand même que ça reste très intéressant. Alors, l'autre élément que je trouve aussi très intéressant sur le boîtier, et là, nous allons passer sur l'aspect purement technique, ok? C'est justement la possibilité d'utiliser, d'avoir du F-Log 2 sur le boîtier et de tourner en interne en 4.2 de 10 bits, ce qui est pour les vidéastes, que ce soit je dirais pas forcément les youtubeurs, mais je dirais quand même pour ceux qui font du clip, du mariage, tout ce que vous voulez, qui veulent avoir justement la main pour pouvoir étalonner, faire des réglages beaucoup plus poussés sur leurs vidéos. Je vous demande de vous référer aux vidéos que j'ai faites précédemment pour expliquer quel choix il faut faire, comment choisir sa caméra. Vous allez vous rendre compte que justement, la présence du F-Log dessus le boîtier est très intéressant pour des projets beaucoup plus ambitieux. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, puisque le boîtier a une sortie HDMI qui vous donne la possibilité d'y connecter un moniteur Blackmagic afin de sortir du bureau. Donc, avantage à vous qui avez déjà peut-être une Blackmagic, je ne sais pas, 6K
ou 6K full frame, même une Blackmagic 4K qui a déjà la possibilité de vous faire du RAW en interne. Vous achetez justement ce boîtier-là, vous achetez un moniteur externe, justement le moniteur de Blackmagic, et vous pouvez justement sortir du bureau avec ça. Donc vous pouvez essayer de matcher ces images. Si vous savez bien étalonner, vous allez vous en sortir. Donc ce qui montre que cette caméra reste pertinente sur le marché. Deuxièmement, l'autre point aussi qui est très intéressant sur le boîtier, c'est la possibilité d'avoir des objectifs interchangeables. Parce qu'il faut comprendre que ce boîtier va titiller justement le marché du Sony ZV-E10, qui est un boîtier aussi destiné aux vlogueurs, aux youtubeurs et toutes les personnes voilà, qui ne sont pas très exigeantes dans l'utilisation de leur boîtier, mais aussi des matériels aujourd'hui qui rentrent dans la cour des grands, comme les téléphones Apple, je veux nommer l'iPhone 15 ou l'iPhone 16, mais qui font aussi, qui se présentent aujourd'hui comme des outils de production audiovisuelle assez respectables. Ok. Et le fait de pouvoir mettre justement sur ces boîtiers-là de façon native des objectifs Fujifilm qui sont généralement très légers et pas trop chers non plus et de très bonne facture, c'est un avantage justement pour pouvoir sortir d'emblée des images très intéressantes. Dernier point quand même que je trouve aussi très intéressant sur ce boîtier-là, c'est la capacité qu'il vous offre justement de pouvoir faire du mode portrait, mais directement en gardant le téléphone, je dis, autant pour moi, le boîtier à l'horizontale. Donc généralement, quand vous allez vouloir faire du mode portrait, vous êtes obligé de tourner votre boîtier à la verticale. Mais l'avantage que ce boîtier vous offre, c'est justement de garder toute la hauteur du capteur, mais de se délester d'une partie de, bah, de la largeur à gauche et à droite pour pouvoir justement vous donner la possibilité de pouvoir avoir des images déjà nativement en mode portrait qui sont quand même exploitables sur les réseaux sociaux. Et tous ces avantages que le boîtier vous donne, je pense que c'est un boîtier qui se vend ou qui se présente comme un boîtier pour monsieur tout le monde. Mais pour ceux qui sont quand même beaucoup plus exigeants, qui sont beaucoup plus professionnels, peuvent quand même l'utiliser sur des projets plus ou moins sérieux. Alors, nous allons quand même passer au point négatif parce que le boîtier, il en a aussi des points négatifs. Le premier point négatif que j'aimerais bien citer sur ce boîtier-là, eh bien, c'est l'autonomie. Il n'est pas terrible. Voilà. Donc, à moins que, voilà, il y a des solutions pour contourner ça. Vous utilisez des systèmes VLOC pour pouvoir accompagner la caméra sur votre rig et ça règle le problème. Mais quand même, il faut le savoir. Ça, c'est important. Le deuxième point qui est un inconvénient sur le boîtier, c'est le crop. Le gros problème sur le boîtier, c'est le crop. Vous savez, là, vous êtes sur une caméra qui a un capteur APS-C, donc pas un très grand capteur, aussi lumineux, aussi intéressant, mais le capteur, il n'est pas très grand. Donc, lorsque vous allez tourner en Full HD, 60 images par seconde, vous allez observer un crop dans l'image. Donc, vous allez perdre une partie de l'image. Et cela ne s'arrange pas si vous décidez de stabiliser votre image. Parce que quand vous allez vouloir stabiliser l'image, utiliser le stabilisateur, eh bien, puisque le stabilisateur est numérique, autrement dit, stabilisateur géré par le processeur, stabilisation gérée par le processeur, donc autrement dit, on n'est pas sur un système électronique ou mécanique qui va utiliser soit des moteurs ou soit un système de gyroscope mécanique pour pouvoir stabiliser votre capteur. Il va aller simplement cropper encore dans l'image pour stabiliser. Donc vous allez perdre, déjà vous avez un petit capteur, mais vous perdez encore une grande portion d'image. Ce qui n'est pas, à mon avis, très intéressant à l'usage quotidien. Voilà. Donc ça, il faut en avoir conscience. Mais bien sûr, vous pouvez contourner tout cela avec l'utilisation d'un stabilisateur DJI et voilà. Donc, et si voilà, vous n'avez pas l'utilité de tourner dans des vitesses très élevées, c'est-à-dire à 60 images par seconde, vous pouvez tourner bien sûr à 25 ou à 30 images par seconde, ça fera largement l'affaire. Ce qui est bien dans le boîtier aussi, c'est qu'il vous propose la possibilité de tourner en 6.2K, ça je ne l'avais pas mentionné, Open Gate. Donc voilà, ça c'est très intéressant, vous avez du 6K, du 6.2K Open Gate, vous avez une bonne résolution d'image et ça c'est très bien. L'autre problème justement de ce capteur et le crop, ben, c'est l'autofocus. Généralement, l'autofocus utilise des systèmes quand même qui sont reconnus sur ces boîtiers. Mais ici, l'autofocus sera géré justement par l'IA. Donc, autrement dit, le processeur étant plus puissant qui gère de l'IA va se charger de reconnaître les sujets. Et bah, c'est une technologie qu'il faut suivre de près et voir les avancées. Pour le moment, je suis un tout petit peu sceptique. Mais pour vous qui êtes des professionnels, pour vous qui êtes, qui êtes dans l'univers de la création,
je sais pas, bon, pour peut-être ceux qui vont faire du mariage et tout, mais je parle de ceux qui font du cinéma, des courts-métrages et tout ça. Vous allez peut-être tourner avec des objectifs cinéma qui sont manuels. Donc, vous allez utiliser des follow focus. Donc là, vous n'aurez pas forcément ce problème-là. Alors, de façon ramassée, à mon avis, est-ce que ce boîtier il est intéressant? Moi, oui, il est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un boîtier qui ne coûte pas cher. Vous l'avez déjà avec l'objectif d'emblée à moins de 1000 euros, ce qui est quand même un très bon prix pour démarrer dans la vidéo. Deuxièmement, est-ce qu'il est pertinent ou peut être utilisé sur des projets professionnels? Je dirais oui, oui et non. Oui, parce que c'est un boîtier qui, à mon avis, peut être utilisé sur des projets semi-professionnels. Pourquoi? Parce que c'est un boîtier déjà qui, d'emblée en interne, vous donne la possibilité d'avoir accès aux technologies que Fujifilm vous donne à travers justement les émulations de films, à travers son F-Log2 qui est très bon, à travers le capteur qui, même s'il n'est pas très récent, est très intéressant, mais aussi à travers la capacité que vous avez de pouvoir non seulement faire du 4.2 de 10 bits en interne, mais du RAW en externe sur justement un moniteur externe pour pouvoir justement l'utiliser comme soit caméra A sur un projet avec le moniteur ou caméra B sur un projet avec, je ne sais pas, une caméra Blackmagic Pixie 6K par exemple. Donc, justement, ce boîtier, il reste très, très, très pertinent pour l'utilisation sur des projets semi-professionnels. Voilà, je n'irai pas jusqu'à dire professionnels, mais je dirais semi-professionnels, comme du clip, du mariage et tout ce que vous voulez. Si justement vous savez tirer le meilleur du boîtier, bien sûr. Est-ce que le boîtier, il est destiné au grand public? Oui, parce qu'il a 3 micros pour faire du vlog. Voilà, vous pouvez gérer la directivité du micro. Vous avez une entrée micro, une entrée casque. Voilà, vous avez plein d'options sur le boîtier qui vous donnent la possibilité pour les youtubeurs, les vlogueurs, les photographes, de l'utiliser comme vous l'entendez. Voilà. Il y a même le mode rafale qui vous permettra de faire des photos dessus. Vraiment, c'est un boîtier qui se veut vraiment pour tout le monde. Tout dépend de l'utilisation que vous faites. Si vous décidez de faire du professionnel avec, eh bien, vous allez l'accessoiriser comme une caméra professionnelle, ok? Et elle sera en mesure, avec son processeur, de vous fournir des images si tant est bien que vous savez bien faire votre éclairage, bien régler votre caméra, savoir ce que vous voulez et faire bien les essais pour être sûr de sortir une belle image. Eh bien, vous allez avoir une image très, 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 très intéressante. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. Moi, je vous encourage, si vous hésitez à l'acheter, achetez-la. Moi, je pense que je vais le prendre, même si, voilà, je décide que là, tout de suite, je n'ai pas forcément besoin d'acheter une caméra. Mais je trouve que je suis hypé par celle-ci, parce que déjà, elle est dans mon budget, elle n'est pas trop chère. Mais parce que je sais que c'est une caméra, j'ai confiance quand même à ce que Fujifilm peut sortir en termes de science colorimétrique. J'ai déjà vu des images du boîtier. Et je sais que cette caméra peut fournir des images correctes et décentes pour des projets plus ou moins professionnels. Ou plutôt, disons, pour l'utilisation que moi je ferai de ce boîtier. Donc oui, je serai prêt à l'acheter. Je pense que je vais même l'acheter. Ne vous inquiétez pas, quand je vais l'acquérir, je reviendrai pour une review beaucoup plus détaillée de la caméra. Ok? Alors, si vous hésitez, lancez-vous, vous n'allez pas être déçu. C'est un très bon boîtier. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine édition. Ciao!